Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans un autre épisode de l'émission Les Temps longtemps. Alors nous retrouvons-nous dans le musée naval de Maïbourg pour nous causer un bateau en particulier. Le bateau il s'appelle Le Coureur, c'est un bateau, un négrier, comment tu appelles lui, quand il sortait esclave de l'époque, mais c'était un bateau qui n'est pas illégal, il peut faire sa traite là illégalement et éventuellement, bien sûr, le bateau fait un naufrage et des années après, nous retrouvons l'épave et devant nous, vous trouvez une table qui est dédiée à quelques vestiges de cette épave-là, mais nous pouvons ça plus tard. Toujours dans nos émissions, Alain Jeannot, nos collaborateurs avec nous pour nous causer ce bateau-là, mais nous avons un invité spécial cette semaine-là qui est nul autre que Jan van Arnhem, qui est un archéologue, archéologue sous-marin, et qui fait un des bandes plongeurs, qui fait une plonge l'eau de l'épave du Coureur. Et il connaît l'histoire du Coureur aussi très bien. Alain, merci. Jan, merci de votre présence. Alors, Alain, ça, à l'époque-là, c'était l'époque où la traite négrière, pas de un droit à faire, pas de un droit à sortir un esclave dans un bateau, mais toujours le fait qui tient un commerce là, tant que tu peux continuer. C'est à l'époque-là. D'abord, nous devons remercier M. Jan van Arnhem qui fait un métier rare, c'est-à-dire archéologue sous-marin, et qui aide pour à la fois déterrer et entretenir une partie de nos passés qui certes douloureux, mais qui mérite d'être traité avec respect. Il ne faut pas oublier que les îles des Mascarins, finissent, selon Richard Allen, qui est un grand chercheur, finissent, pour ainsi dire, fécondées entre l'an 1670 et l'an 1848 par environ 400 000 personnes qui finissent déracinées de l'Afrique, de Madagascar, pour venir féconder nous ban l'île, dans des conditions douloureuses encore une fois. Et les pas capable de continuer comme ça. Il y a un dimoun dans l'Angleterre qui pas d'accord avec ça, comme par exemple William Wilberforce, et je commence à faire la lutte pour abolir sa insulte contre la civilisation, sa crime contre l'humanité qui appelle l'esclavage, nous disons appelle par ce nom. Grâce à ce ban efforts, et que ce ban camarade, bien sûr, qui ramène ça la lutte là dans le Parlement britannique, qui en 1807, ban britannique fin promulguer la loi pour arrêter la traite d'esclaves, la traite négrière dans nos régions et même ailleurs, dans une région qui est contrôlée par ban britannique. Et là, l'État britannique finit conquérir Maurice et la Réunion. À cette époque-là, c'était Bourbon et l'Île-de-France. En 1810, un en juillet 1810, un en décembre 1810, ben, je applique la loi. Mais la loi là, par contre, c'est promulguée en 1813. Depuis 1813, Tibisa arrête sa trafic d'esclaves là. Seulement qui arrivait, c'est un trafic lucratif et pas facile. Dimoun gourmand, envie gagner plus. Hein? Un esclave qui type coûte $20 quand on prend lit dans l'Afrique, le temps il arrive Maurice, il vaut plus que $100, voire même $200. Normal, ça pour amener lui. Alors, il y a un gros trafic qui appelle illicite. Trafic là tellement gros qui, entre 1813 et 1829, ban bateau ban la fin réussi à arrêter, hein, qui paye 124 000 livres l'amende à l'amirauté britannique. Et Dieu seul sait comment c'est difficile pour appliquer ça la loi là. Et parmi ces bateaux là, il y a ça qui M. von Arnhem fin découvert, il travaille là, nous devons remercier lui, une grande contribution. Ça bateau-là appelle Le Coureur. Il fin faire au moins 6 fois sa histoire à l'eau d'esclaves amené là, mais le 6e fois, il a tassé dans Pointe-Feuille ici. Ce capitaine s'appelle Dorval.
Son vrai nom, c'est Charles Le Taux. Et nous disons dire là que ce capitaine, c'est un homme de couleur. Il n'est pas appartenir, bien souvent, comment dire, quand nous causons esclavage, que blanc, noir. Mais il est plus compliqué que ça. Alors, là, il a tassé, mais il réussit débarquer un certain nombre d'esclaves, il réussit sauver la Réunion, mais les là qui n'arrivaient, il retourne Maurice, il a pardon, gouverneur, il fait venir une espèce de témoin de la couronne, comment dire, entre guillemets, pour la Commission of Eastern Inquiry, qui tient allié au milieu vers les 1826, et qui détermine beaucoup, qui chose le trafic illicite d'esclaves. Et sur ce, peut-être, très certainement, M. Von Arnim, beaucoup plus habilité pour cause l'eau sabatte là et l'eau sa trafic là. Absolument. Au fait, juste pour revenir sur la petite histoire de Charles Le Tort dit Dorval, ça devait être un homme très intelligent. C'était un bon capitaine, très futé. D'abord, il a échappé aux Britanniques puisqu'il a été poursuivi. Il y a même une récompense de 2000 livres pour sa capture. Finalement, il est revenu et je pense qu'il est devenu un informateur et un ami peut-être du gouverneur Farquhar. C'est pour ça qu'il était protégé. Bon, il n'était pas tout à fait protégé. On parle de pardon, on parle d'être gracié, mais il y a eu tout de même un procès. Mais le procès s'est arrêté pour vice de procédure. Donc c'était une gentille façon de le gracier et de le remercier. Et c'est grâce à lui qu'on connaît toute l'histoire, non seulement du coureur, mais comment l'esclavage se faisait à Madagascar et à Zanzibar et au Mozambique. Et aujourd'hui, c'est un document extrêmement important dont on a l'original, je crois même, aux archives de Maurice. Donc nous, on a trouvé, je ne peux pas dire cette épave par accident, on en avait entendu parler, comme tout le monde, de Dorval, du coureur. On parle de quelle année là 1821. D'accord. Le naufrage a lieu le 3 mars 1821. Et on s'est longuement posé la question, pourquoi ce bateau se trouvait à tel endroit? On le sait aujourd'hui, parce que les esclaves, on les débarquait, comme c'était illégal, en 2 endroits de Maurice, à Rivière-Noire et à la Pointe-aux-Feuilles. Mais pourquoi à la Pointe-aux-Feuilles? À la Pointe-aux-Feuilles, il y a 2 fortifications, donc c'est un peu se jeter dans la gueule de loup. Au fait, c'est les 2 seuls endroits à Maurice, à Rivière-Noire et à Pointe-aux-Feuilles, où à l'époque, il y avait encore de la forêt au bord de la mer, et c'était facile pour l'équipage et les esclaves de s'échapper dans la forêt, et comme ça, ils n'étaient pas poursuivis, donc ils pouvaient bien se cacher. Donc le coureur, si on vient au naufrage, donc le coureur est allé chercher des esclaves à Madagascar. Il n'en a pas eu parce que le roi de Madagascar ne voulait pas leur en fournir puisqu'il avait déjà signé un accord avec les Anglais. Donc ils sont partis à Zanzibar, ils ont pris, on ne sait pas, à peu près 70 à 120 esclaves. Il faut savoir que le propriétaire du coureur était Anatase Touche. Et Dorval n'était que le capitaine. Donc lui, il avait ordre de ramener, disons, 80 esclaves, mais il s'achetait aussi des esclaves pour leur propre compte. C'est pour ça que les chiffres varient entre 70 et 120. Probablement, c'est plus proche de 120 que d'autres choses. Maintenant, le bateau est revenu de Madagascar. Il avait été autorisé pour faire du commerce avec Oman, donc à Muscat. Les Anglais ont su que le coureur n'était pas allé là-bas. Donc, ils en ont déduit qu'il est allé chercher des esclaves à Madagascar et ils l'ont essayé de l'attraper. Une question me posait, nous avons dit nous avons un moyen de télécommunication incroyable. Donc, quand il est arrivé à l'autre bout du monde, petit moment nous finit dans sa nouvelle-là. Comment un Anglais finit connaître qui finit arrivé aussi loin que ça? Souvent, on me demande cette question-là. C'est vrai qu'on n'a pas de fax, on n'a pas de téléphone. Comment on transfère les informations? C'est très simple. Par bateau. Alors, chaque fois qu'il y a un bateau qui arrivait, on lui demandait est-ce que vous étiez là-bas? Et les bateaux prenaient toujours des nouvelles des autres bateaux. Donc, déjà là, on sait. Deuxièmement, si c'est sur des distances un peu moins longues, on envoyait des petits bateaux. Donc, pour envoyer des messages, pour récupérer des messages. Et donc, il y avait toujours un va-et-vient de petits bateaux ou par les grands bateaux, ils ont rencontré tel bateau, ils ramènent le message de telle personne, etc. Mais là, il faut savoir que le Farquhar avait déjà des informations. Il a carrément envoyé un bateau à Oman pour demander si le coureur est apparu là-bas. En fait, il le savait qu'il n'était pas venu là-bas. Donc, le bateau est retourné donc, pour lui dire. Et à ce moment-là, ils ont attendu le coureur pour qu'il revienne de Zanzibar à Madagascar pour l'attraper. Ils l'ont
pour chasser, ils l'ont trouvé en face de Grand-Port le soir. Il attendait, il faisait des va-et-vient devant Grand-Port pour rentrer dans le lagon et ils attendaient que la nuit tombe pour rentrer. Mais comme les Britanniques, un navire qui s'appelle Henrietta, l'ont poursuivi, il était obligé de rentrer dans le lagon. Par accident, nous on pense aujourd'hui, il a peut-être fait exprès, en pleine vitesse, il s'est planté sur un récif en face de la Pointe-aux-Feuilles, mais un récif à l'intérieur du lagon. Et on pense qu'il l'a fait exprès parce que pour que le bateau monte sur le récif, qu'il soit bien stable pour débarquer les esclaves le plus vite possible. Ensuite, une fois qu'ils ont débarqué les esclaves et l'équipage, ils ont mis le feu au bateau pour qu'il n'y ait plus de preuves qu'ils ont fait du trafic. Donc le coureur s'est échoué sur le corail, a été brûlé, et ensuite il est resté 150 ans sous l'eau, et après, nous on l'a trouvé, mais il faut savoir qu'il ne reste que le fond du bateau et une partie du côté droit. Alors, c'est à l'époque-là qu'on nous peut dire imagine-nous, comment ça peut passer l'eau la mer, un bateau peut poursuivre son camarade, bateau-là craser le récif. Alors, est-ce que tout le monde ne rescapé ce bateau-là? Nous pas connaissons si fini Namo quand fini arrivé. Et un certain nombre, je pense, environ une trentaine qui les autorités ne réussissent à récupérer, mais la majorité finit réussir à redistribuer clandestinement avec ban propriétaires esclaves. Là, je pas sous correction de... Oui, non, nous on a cherché partout, il n'y a pas eu de mort sur le bateau. Vous savez, s'il y avait des esclaves morts dans le coureur, je ne pense pas qu'on aurait fouillé le bateau. On l'aurait plutôt déclaré comme une tombe et à la mémoire des esclaves morts. Mais à notre connaissance, il n'y a eu aucun qui est mort. Il faut savoir que Zanzibar ou Madagascar, Maurice, c'est à peu près 6 jours. Donc le voyage n'était pas très long. Donc je ne pense pas qu'il y a eu des morts pendant le voyage. Peut-être au moment du naufrage, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est noyé? On n'en a aucune preuve, donc il n'y a pas. Alors qu'on a beaucoup de documents sur l'affaire du coureur et que n'oublions pas que le capitaine a déposé. Donc il aurait dit qu'il y avait eu des morts dans le cas du coureur, mais il n'y en a pas. Il faut savoir que chaque esclave avait une grande valeur. Absolument. Donc il faisait tout pour qu'il ne meure pas. Mais entre Zanzibar et Maurice, des fois il y avait des morts, parce que ça a duré 30 jours quand même. Normalement, oui, 30 ça à 40 pouvait, jours, selon le... Mais entre Madagascar et Maurice, c'est moins long. Selon le temps que ça prend, c'est-à-dire selon le vent. Alors, relativement parlant, ce bateau-là, il y a un petit bateau comparé avec les autres négriers avec une raison particulière. Oui, parce que ça, c'est un lougre. Et M. Ornim... Oui, alors il faut savoir que ce bateau, ce qu'on appelle aussi un lougre ou un chasse-marée, c'est des petits bateaux qu'on se servait pour justement communiquer. Et aussi, c'était très facile à naviguer. Il avait beaucoup de voilure, comme on voit sur cette maquette, avec 3 mâts sur un bateau qui faisait même pas 30 mètres de long. Et surtout, il avait la capacité de s'approcher des côtes et de remonter les rivières. C'est justement, des fois, il remontait dans les estuaires et les rivières pour récupérer les esclaves plus facilement et pour les débarquer aussi. Et pour qu'il puisse aller plus vite, puisque c'était un bateau qui n'était pas fait pour la guerre et il n'allait pas se défendre, il avait effectivement 2 canons à bord sur le coureur, mais c'était pour se défendre contre les esclaves en cas de révolte. Il fallait qu'il mette plus de ballast. Alors le ballast, ici on en a, ça c'est des pierres de ballast, et le coureur on en avait beaucoup. Et ça prouve que c'est un navire négrier, parce que quand un navire a beaucoup de ballast, c'est pour 2 raisons. La première, c'est que les esclaves pouvaient bouger dans le bateau. Et donc, s'ils tournent ou s'ils bougent, ça déstabilisait le bateau. Et donc, il fallait mettre plus de ballast. Et la deuxième raison, c'est pouvoir mettre plus de voilure. Donc, il fallait avoir plus de ballast pour la stabilité. Et on pouvait aller plus vite pour échapper aux poursuivants. Alors, une question qui me pensait, tout le monde téléspectateur peut poser. Si le bateau-là finit écraser l'eau un récif, et qu'il y tient encore le récif de Medjifé, qui fait prendre tout ça les temps-là pour le redécouvrir. C'est une bonne question. C'est-à-dire qu'on ne disposait pas à l'époque de... On ne pouvait pas plonger. La technologie n'existait pas. Bon, on pense aujourd'hui, parce que vous savez, l'archéologue répond à beaucoup de questions auxquelles l'historien ne peut pas répondre, parce que nous, on a des preuves et des indices.
Et un des indices qu'on avait, c'est que le bateau avait déjà été découvert avant nous. Parce qu'il y a des objets qui ont été récupérés à l'époque. Bon, vous savez, le moindre clou avait de la valeur à l'époque. Donc, tous les gens qui pouvaient aller là-bas, ils allaient prendre un bout de mât, un bout de voile, un bout de corde. Mais une fois que le bateau était pourri, et disons, ce qui reste au fond, ça reste au fond, il y a des plongeurs qui sont venus, ils ont récupéré certains éléments en bronze dans les années 60, parce que ça avait beaucoup de valeur, et on n'avait pas assez de métal à Maurice, donc on utilisait le bronze de ce genre de bateau-là pour aller faire des robinets ou des poignées de porte et des choses comme ça. Et on sait aujourd'hui que des plongeurs récupéraient certaines choses parce qu'il y a des trucs qui ont disparu, mais après que le bateau ait déjà été désintégré sous l'eau. D'accord. Alors, où finalement mène une expédition archéologique sous-marine, l'eau, c'est que tu pensais à l'époque, était le coureur. Ah, raconte-nous un peu comment ça finit de passer, ça, l'expédition-là. Ah bah déjà, on cherchait le bateau puisque l'histoire était connue. Et il y a la ferme marine de Mahébourg qui était en train de se construire. Et donc, il fallait mettre des tuyaux d'arrivée d'eau et certaines structures sous l'eau. Et à ce moment-là, j'ai dit à l'équipe des plongeurs, bah, vous savez, il y a un bateau qui a transporté des esclaves qui s'appelle le Coureur. Si jamais vous le trouvez, il n'y a rien de valeur à bord. Il n'y a pas de coffre d'or, etc. Il n'y avait que des esclaves à bord. Donc, il n'y a aucun intérêt à prendre des choses. Par contre, c'est extrêmement important pour l'histoire de notre pays. Et finalement, 2 ans après que j'ai discuté avec eux, il y en a un des plongeurs, le chef plongeur Armio Vedamba-Naiken, qui a découvert l'épave un peu par accident. Et tout de suite, il m'a appelé. Il m'a dit, je crois que j'ai trouvé ton bateau. Il y a déjà plein d'objets qu'on a vus, et dont certains on a déjà récupérés, on peut te les montrer. Et effectivement, ils ont trouvé une partie là, de ce qu'on appelle une ferrure de gouvernail, c'est-à-dire c'est la charnière qui tient le gouvernail, qui est une grosse pièce en bronze. Et donc, tout de suite, on a su que c'était un bateau de cette taille, de la bonne taille. Et on est allé, on a vu ce gros tas de pierres de ballast avec des clous qui dépassent de partout. On a trouvé tout de suite un bol comme celui-là, qui était posé à même le fond, un peu recouvert de corail. Et donc, ça nous a pris à peu près 10 ans, l'ensemble de l'étude. Et on avait la chance d'avoir un archéologue sous-marin égyptien avec nous et un archéologue français aussi. Et avec les 3 archéologues, on a monté une équipe, une expédition, et on a eu l'aide de la ferme marine puisqu'elle était à proximité. Et puis donc, on a fait le nécessaire pour étudier l'ensemble de l'épave, c'est-à-dire qu'on ne va pas juste faire des trous et étudier par-ci, par-là. On a, comme les archéologues le font, on a enlevé la vase centimètre par centimètre, couche par couche, en allant très prudemment. À terre, on irait au pinceau, à la truelle et à la pelle. Et sous l'eau, on utilise un aspirateur qu'on appelle une suceuse, une pompe à eau, et donc pour aspirer la vase. Et c'est à ce moment-là qu'on a découvert tous ces objets qui étaient encore posés dans leur position d'origine. Et on a fait un plan du bateau. On a suffisamment d'images, de dessins, de mesures pour reconstruire le coureur. La seule chose qu'on a réussi à faire, c'est d'en faire une maquette. Super. Mais... On ne va pas reconstruire le logo coureur grandeur nature, mais on pourrait faire aujourd'hui. Alors, qui se trouvait justement fond marin là, nous connaissons tout est important en termes d'histoire. Oui. De valeur monétaire, ça c'est autre chose. Mais en termes d'histoire, qui se finit trouver, qui raconte un petit peu l'histoire? Alors, au niveau des objets, ce qu'on a trouvé, évidemment, c'est d'abord les objets attachés au bateau, comme des poulies, des clous du bateau, des ferrures de gouvernail, comme je disais, des pièces importantes au niveau structurel. On a trouvé des boulets de canon, donc à ce moment-là, les armements, des boulets de canon. On a eu la surprise, normalement, on trouve des petits balles en plomb qu'on appelle des balles de mousquet. Ça, c'était pour des fusils, des pistolets. Mais nous, on a trouvé aussi des balles de plomb de ce diamètre-là, donc beaucoup plus grand. Et ça, c'était au fait de la mitraille pour mettre dans le canon et pour tirer sur les esclaves en cas de révolte. Donc les canons, d'ailleurs, Dorval l'a dit, ils avaient 2 canons pointés sur les esclaves chargés de mitraille. Et ensuite, il y a les objets personnels, comme par exemple les bols dont on parlait. Il y a même une assiette avec un gros trou. Aujourd'hui, on pense que cette assiette a servi à étanchifier quelque chose. Elle a servi au fait de rondelle à quelque chose.
Nous avons trouvé beaucoup de plaques de plomb et des plaques de cuivre qui étaient sur le bateau lui-même, avec des marques. Et on a pu relier ces plaques de cuivre à un fabricant en Angleterre qui était était contre l'abolition de l'esclavage. C'était un grand esclavagiste, parce que c'est lui qui fabriquait, entre autres, ces manilles, qu'on appelle des manilles de traite, et qui servaient à acheter des esclaves. Dans le cas de coureurs, ils ont utilisé des piastres en argent et de la poudre à canon. Et le plus émouvant de ce qu'on a trouvé, ce sont 2 médailles d'esclaves en plomb, dont un est marqué d'un numéro 56. Il faut savoir qu'on ne leur donnait pas leur nom d'origine aux esclaves. On leur donnait un numéro et lors du transfert, ils ont dû fabriquer en plomb, c'est beaucoup plus facile qu'en bronze, des médailles pour la mettre autour du cou et puis pour savoir qui était qui, quoi. Et ensuite, bon, ça ne vient pas du coureur, mais on a d'autres médailles d'esclaves qui ont été trouvées à Pamplemousse, qui sont en bronze avec des numéros dessus et qui sont des médailles permanentes. C'est-à-dire que soit il les portait autour du cou, soit on les cousait sur la veste ou le vêtement qu'il portait. Donc, juste pour dire sur les objets, avoir des objets, c'est bien. Les objets, c'est important. Vous faites une exposition qu'avec des textes, évidemment, ça va vous donner des informations, mais c'est une information. L'objet va nous donner une autre information, il va surtout donner l'émotion aux visiteurs. C'est quelque chose de tangible. De tangible. C'est les meilleurs témoins de notre histoire. Alors, ici, nous trouvons un petit sample, comme on nous dit, de ce qui vient de trouver le bateau, mais le reste que de garder aujourd'hui. Alors, on a trouvé plus de 5000 objets sur le coureur, et évidemment, on ne peut pas tous les exposer ici, malheureusement, donc on les sort de temps à autre à des expositions temporaires, mais le reste est gardé dans les réserves. Alors, quand nous trouvons un objet comme ça, tangible, nous avons rappelé, nous avons tout ceci. Et merci beaucoup à M. Von Arnim qui permet de nous faire lire aujourd'hui. Peut-être l'émotion qu'ils transmettent là? Définitivement, il y a l'émotion qu'ils transmettent. Mais il y a surtout ce feeling que, en fait, l'esclavage, ce n'est pas une histoire, comment dire, qui nous peut raconter et qui nous disait, et a le feeling que c'est quelque chose qui va être humain, ils vivent ça. De la gourmandise d'une part, de la souffrance d'une part, de la fracture d'un pays d'autre part, c'est une affaire qui nous disait considérer avec beaucoup, beaucoup de respect. Nous insister là. C'est pour ça que, comme si, c'était vraiment une grande chance qui nous gagnait. Nous avons une personne comme Yann Von Arnim qui travaille ici à Maurice, qui aide nous, donne une charpente à tout ce passé qui, encore une fois, est si douloureux. Beaucoup de gens viennent, je dis comme ça, qui fait bizarre, récose ça, quand affaires fini passer, nous balayer, nous mettre de côté. Non, parce que l'histoire se répète. Si nous n'avons pas connu l'histoire, ils peuvent rattraper nous et ils peuvent répéter sous d'autres formes. C'est pour ça que ça m'a un objet là important. C'est de donner une charpente, de donner nous vraiment l'idée. De toute façon, comme Maurice, il y a une nation qui finit de construire dès le début. Il n'y a pas aucun autochtone ici dans cette île-là. Donc, tout le monde qui finit de venir là, de contribuer à notre histoire et de tenir de la valeur, que ce soit douloureux ou pas, à créer une nation mauricienne, comme nous connaissons, nous connaissons ça souvent, d'avoir une histoire, une fierté. Nous avons une fierté d'être vraiment des Mauriciens. Juste pour rebondir sur ce que vous avez dit, effectivement, il n'y avait pas de population d'origine à Maurice. Il y avait les colons, les pionniers, les esclaves, les travailleurs engagés. On est tous venus à Maurice sur des bateaux. Absolument. Et c'est ça qu'il ne faut pas oublier. C'est pour ça que les épaves, qui sont donc des navires qui ont coulé, ce sont nos témoins les plus importants. Et aujourd'hui, il faut contribuer à les protéger.
Voilà, donc nous faisons rentrer un petit peu dans un endroit qui normalement ne paraît un endroit filmé, trouve un objet qui tire l'eau, sa bateau là, le coureur, et nous espérons qu'ils ont apprécié justement sa émission là cette semaine-ci, une émission très spéciale, nous allons dire. Alors, bien sûr, les remerciements vont à Yann Von Arnim qui permettre nous complète ça l'émission là. Yann, bien sûr, nos collaborations pas plus terminer là. C'est avec plaisir que nous pouvons continuer à collaborer. Alain aussi est d'accord avec ce qu'il nous peut dire. Absolument. Donc, merci à vous deux. Et Merci. nous dire, si j'étais un petit dernier message à passer à nos téléspectateurs, ce serait bien. Ben, encore une fois, merci à M. Von Arnim pour sa contribution. Il ne fallait pas oublier que ce trafic illicite d'esclaves là, responsable du déracinement d'environ 50 000 captifs qui finissent de Maurice. Et ça m'a captif là, quand je t'ai dit, je ne pas tirer recorded, comment dire. Je ne veux pas exister. Je ne pas exister, comment dire. Je viens là, on va dire, clandestinement. Yann? Pour moi, j'aimerais bien ajouter que, comme j'avais déjà dit, les bateaux, ce sont des témoins très importants de notre histoire, que ça s'agit de bateaux qui ont transporté des esclaves, mais même aussi les autres épaves. Je dirais qu'un bateau sous l'eau, c'est un livre d'histoire. C'est à l'archéologue de le lire, et au fur et à mesure qu'il va le lire, il va tourner les pages, il va en sorte détruire la page. Donc l'archéologue doit enregistrer toutes les informations, parce qu'un archéologue qui travaille sur une épave, évidemment, il va prendre des objets, donc il va contribuer à la, disons, entre guillemets, à détruire un petit peu le site. Mais en ce qui concerne les épaves, même après que les archéologues les ont étudiées, ils restent encore sous l'eau. Et là, je demande à tous ceux qui trouvent une épave sous l'eau de ne pas trop y toucher. On peut la visiter, on peut raconter l'histoire, mais il ne faut pas remonter des objets sans autorisation. Très bien, merci beaucoup. Donc, chers téléspectateurs, merci une fois encore. Nous donnons rendez-vous très bientôt, les chaînes de la NBC, pour un prochain épisode de Les Temps Longtemps. Voilà.